Je m'appelle Élise Renard, j'ai 38 ans, et la dernière fois que j'ai vu mon ex-mari, il était assis en face de moi dans un fauteuil que j'avais choisi, dans une salle que j'avais fait rénover, les mains posées sur les genoux de la façon qu'ont les hommes de poser les mains quand ils font de leur mieux pour ne pas avoir l'air d'avoir peur. Il était venu me demander du travail. Il ne savait pas que c'était mon entreprise. Je voudrais que tu t'arrêtes là une seconde, avant que j'explique quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il n'existe aucune version de cette histoire que j'aurais pu prévoir, et il n'existe aucune version de cette histoire que je changerais. Pas le mariage, pas la séparation, pas le moment où il a poussé cette porte et où j'ai levé les yeux de mon bureau et regardé 9 ans se réorganiser sur son visage en à peu près 4 secondes. Mais je vais trop vite. Il faut que je remonte au début, parce que rien de tout ça ne tient sans le début. J'ai grandi à Périgueux, dans une maison mitoyenne aux volets bleus délavés, où la chaleur venait du bois qu'on brûlait, et l'amour était une évidence silencieuse. Mon père était menuisier, camionnette blanche, main calleuse, jamais de vacances entre juin et août. Ma mère était secrétaire de mairie jusqu'au licenciement qui est arrivé à ses 44 ans sans prévenir, après quoi elle a tenu la caisse d'une épicerie du centre-ville avec une précision d'horlogère et sans un mot de plainte. Elle faisait les courses le vendredi soir, les comptes le samedi matin, et le dimanche, elle cuisinait quelque chose qui sentait bon et durait jusqu'au mercredi. On n'avait pas beaucoup d'argent. On avait une cuisine qui sentait la confiture et l'huile de coude, un jardin étroit où poussaient des tomates, et une mère qui lisait à voix haute après dîner, parce qu'elle disait que les histoires ne coûtaient rien. Je n'ai pas su qu'on était dans le manque avant qu'une fille à l'école dise quelque chose sur mes chaussures, quand j'avais 11 ans. Je suis rentrée chez moi et j'ai regardé mes chaussures longtemps. Puis je les ai remises et j'ai continué à les porter jusqu'à ce qu'elles rendent l'âme, parce que ma mère les avait achetées et que ça les rendait bien. Ce que j'ai appris dans cette maison, c'est qu'on ne se plaint pas et on n'explique pas. On s'arrange. On fait quelque chose de ce qu'on a sous la main. On n'attend pas que quelqu'un arrive avec un plan. On construit le plan. Et si vous avez déjà eu l'impression que ce que vous construisiez en silence, sans applaudissements, sans public, était d'une façon ou d'une autre moins réel que ce que les autres construisaient bruyamment avec l'argent de leurs parents, je crois que vous comprenez déjà ce que je vais vous raconter. Si ça vous parle, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et à quelle heure il est chez vous. Je veux vraiment le savoir. Je continue. J'ai eu mention très bien au bac. J'ai fait 2 ans de prépa à Bordeaux, logée chez une cousine éloignée, sur une natte dans une chambre de bonne qui donnait sur une cour. Babysitting le mercredi, saisie de données le week-end, traduction de documents techniques pour un cabinet de consultants qui payait 150 € la livraison. J'ai intégré HEC Paris à 20 ans. J'ai fait mon master finance et stratégie et j'ai soutenu à 22 ans, avec une mention et un mémoire sur la valorisation des entreprises non cotées que mon directeur de mémoire a cité dans une publication 2 ans plus tard, en oubliant de mentionner mon nom, ce qui m'a appris quelque chose d'utile sur la façon dont les choses fonctionnent. Je suis restée à Paris. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet de conseil mid-market du 8e arrondissement. J'ai appris tout ce qui valait la peine d'être appris en 3 ans, et je suis partie. J'avais 26 ans. 38 000 € d'économies constituées sur 4 ans de petits boulots simultanés, une chambre de bonne reconvertie en bureau dans un appartement de la rue Le Pic à Montmartre, et une idée d'entreprise que j'affinais sur des carnets depuis le master. J'ai déposé les statuts un jeudi. J'ai passé mon premier appel client le vendredi. Je n'ai pas dormi une nuit entière pendant 3 ans. À 32 ans, Renard et Associés Conseil comptait 19 collaborateurs et occupait un étage entier rue de Miroménil. À 35 ans, nous étions 62, avec un portefeuille client que je ne suis pas autorisée à détailler, mais qui vous surprendrait. Je ne venais pas d'une famille qui connaissait du monde. Je n'avais pas de parrain dans la profession, pas de filet. J'avais une mère en Dordogne qui lisait des livres à voix haute et un frère qui appelait tous les dimanches soirs, et des carnets pleins d'idées auxquels je n'avais pas renoncé. Personne n'a célébré grand-chose. Je veux être précise sur ce que j'entends par là.
j'avais des gens. J'avais Camille Ferreira, qui m'avait rejointe en année 2 après avoir claqué la porte d'un cabinet qui venait de promouvoir un homme qu'elle avait elle-même formé, et qui est ma directrice des opérations depuis lors. Elle a célébré. Elle garde une bouteille de champagne dans le tiroir du bas de son bureau pour les occasions qu'elle juge dignes, et elle l'a ouverte plus souvent que je ne pourrais le compter. Mais du côté de la famille, les gens qui auraient dû regarder, le silence. Ou pire que le silence. Des cousins qui faisaient des remarques à Noël sur les heures que je travaillais. Une tante qui disait, régulièrement, qu'une femme qui travaillait autant allait finir seule. Ce genre de silence particulier qui s'installe quand on dépasse l'histoire dans laquelle les gens ont décidé qu'on entrait, et qu'ils préfèrent ne pas réviser leur version de vous. J'ai rencontré Thomas lors d'un dîner professionnel à Paris quand j'avais 29 ans. Il était intelligent et charmant et disait des choses qui sonnaient vraies. Le premier soir, il m'a posé des questions sur mon travail et écouté les réponses. Vraiment écouté, ce qui était plus rare que ça n'aurait dû l'être. J'étais à 3 ans dans la construction du cabinet, je fonctionnais au café et à la conviction, et je n'avais pas, depuis longtemps, laissé quelqu'un s'asseoir en face de moi et simplement faire attention. Nous nous sommes mariés quand j'avais 30 ans, 9 ans ensemble. Il savait que je dirigeais un cabinet. Il savait que je travaillais beaucoup, que j'avais des collaborateurs qui dépendaient de moi, que je gardais mes comptes professionnels séparés de nos comptes communs, ce qui était simplement du bon sens. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais demandé et que je n'avais jamais offert, c'était exactement ce que le cabinet valait. Pas parce que je le cachais, parce que l'argent, dans la maison de mon enfance, n'était pas quelque chose dont on parlait, et je n'avais jamais désappris ça. Je payais ma part de tout, toujours. Quand nous avons acheté l'appartement dans le 11e, j'ai payé la moitié. Quand nous sommes allés en Toscane pour nos 5 ans de mariage, j'ai payé la moitié. Je ne cachais rien. J'étais simplement discrète là-dessus, comme je l'ai toujours été sur les choses dont j'étais le plus certaine. Il est parti un mardi de mars. J'étais en appel client dans mon bureau à la maison. Le mot était sur le plan de travail de la cuisine. Il disait qu'il avait besoin d'élan. Il disait qu'ils avaient évolué dans des directions différentes. Il disait que Victoire comprenait le monde dans lequel il voulait vivre. Victoire de Sèvres. Le nom de son père était sur 2 immeubles dans un rayon de 3 rues autour de mon cabinet. J'ai terminé l'appel. Je me suis assise dans la cuisine un long moment. Puis j'ai appelé mon avocate et j'ai commencé les démarches. Et j'ai laissé Thomas emmener les meubles et je suis retournée travailler. Ce n'est pas une performance de force. C'est ce qui arrive quand on construit quelque chose de réel depuis assez longtemps pour que perdre quelque chose de faux soit révélateur. Ça fait mal. Je ne vais pas prétendre que ça n'a pas fait mal. Mais la douleur avait une forme que je reconnaissais. Elle ressemblait au moment où j'avais regardé mes chaussures à 11 ans. Douloureuse, et puis instructive. 8 mois plus tard, un lundi d'octobre, Camille Ferreira est entrée dans mon bureau d'angle et a posé une chemise cartonnée sur mon bureau sans rien dire du tout. Je me suis retournée de la fenêtre. J'ai pris la chemise. J'ai lu le nom sur la page de couverture. Et je l'ai reposée très doucement, et j'ai regardé Camille Ferreira, et j'ai dit « L'entretien est prévu quand ?» Camille a dit « Mercredi, 14 heures, jury de 3 personnes. » J'ai dit « Ne changez rien. » Elle est restée un moment dans l'encadrement de la porte avec sa veste bordeaux et ses 2 crayons plantés dans les cheveux, et elle m'a regardé de la façon dont elle regarde les choses qu'elle n'a pas encore décidé de dire à voix haute. Puis elle a hoché la tête une fois, et elle est partie, et je me suis retournée vers la fenêtre, et Paris faisait ce qu'il fait en octobre. Il relevait son col et continuait. J'ai pensé à Thomas le temps exactement qu'il m'a fallu pour identifier le sentiment. Puis je l'ai posé, et je suis retournée à mon après-midi. Mais vous voulez savoir ce que le silence avait comme texture après qu'elle a fermé la porte? Je vais vous le dire. Il n'était pas paisible. Le silence ne l'est jamais, pas celui qui vient après quelque chose qui atterrit. Il était plein, de la façon dont une pièce est pleine après que tout le monde l'a quittée. Toutes les formes des choses encore présentes, juste immobiles. Je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé la chemise et je ne l'ai pas rouverte parce que je n'en avais pas besoin. J'avais lu le nom.
C'était suffisant comme information pour un lundi après-midi. Ce que je ne savais pas encore, assise là ce lundi d'octobre, c'est depuis combien de temps Thomas était en difficulté. Je l'ai appris plus tard, de la façon dont on apprend la plupart des choses qu'on n'avait pas demandé à savoir, à travers les détails administratifs du processus de recrutement. Son contrat de consultant indépendant avait pris fin 3 mois avant qu'il dépose sa candidature. Il cherchait du travail depuis 4 mois sans le dire à Victoire, qui croyait, autant que je pouvais en juger, qu'il était entre deux missions dans le sens délibéré et posé que les consultants donnent parfois à cette expression. Il avait 14 000 € sur un compte personnel. Il portait des boutons de manchette qu'elle lui avait offerts. Je reviens souvent à ce que ça signifie de passer 9 ans à côté de quelqu'un et de ne pas connaître l'architecture de sa peur. Partager un appartement, une cuisine, une ville, et avoir la forme de qui ils sont vraiment, rester légèrement hors foyer. Je ne dis pas ça avec amertume. Je le dis parce que c'est vrai, et parce que je crois que certains d'entre vous savent exactement ce que ça fait. Je voudrais vous poser une question, et je voudrais que vous répondiez honnêtement dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà regardé quelqu'un que vous croyez connaître complètement et réalisé que la version 2 que vous aimiez était en partie une histoire que vous vous étiez racontée? Dites-le en dessous, je lis tout, et je le pense vraiment. Thomas n'avait pas regardé de près le cabinet quand il avait candidaté. Je le sais parce que le processus de recrutement était géré entièrement par l'équipe de Camille, et que le nom du cabinet dans l'offre d'emploi était RNA Conseil, une dénomination commerciale que nous utilisions pour une subdivision de conseil depuis l'année 4. Le nom légal complet, Renard et Associés Conseil, figurait sur le bail, sur les contrats, sur le papier à en-tête dans mon bureau. Il n'était pas caché. Il était simplement quelque chose à quoi il n'avait pas pensé à faire attention. Le nom Renard, apparemment, ne l'avait pas arrêté. C'est un nom courant. Il s'était dit que c'était une coïncidence et avait continué, parce que c'est ce qu'on fait quand on a besoin d'un emploi et qu'on manque de temps, et que la femme dont on partage l'appartement commence à poser des questions auxquelles on n'a pas de bonne réponse. Je comprends la logique de ça. Je ne suis pas sans empathie pour ça. La peur fait avancer les gens quand ils devraient s'arrêter et regarder. Je connais ce sentiment. Je l'ai éprouvé. La différence entre Thomas et moi, c'est que quand j'avais peur d'échouer dans quelque chose que j'avais construit. Lui avait peur d'être vu tel qu'il était. La vie que j'avais construite après son départ n'était pas une performance de reconstruction. Je veux être claire là-dessus, parce que j'ai entendu le mot résilience utilisé pour décrire des femmes dans des situations comme la mienne, et il a toujours l'air d'un prix de consolation. Je n'étais pas résiliente. J'étais déjà moi-même. Il est parti, et je suis revenue, entièrement, sans cérémonie, à la personne que je construisais depuis que j'étais une fille en Dordogne, qui regardait sa mère se faire passer devant par quelqu'un qui lui était 2 fois inférieur. Mes matinées ressemblaient à ça. 6h moins le quart, café, 40 minutes de lecture avant que la ville se réveille complètement. Puis le trajet, 7 minutes à pied depuis la rue Le Pic, par le marché du boulevard des Batignolles quand il était encore à moitié endormi, par la boulangerie du bas de la rue Miroménil, où le boulanger me tendait mon café sans que j'aie à le commander. Dans l'immeuble, 4e étage, le silence particulier d'un cabinet qui sait ce qu'il fait. Mes soirées ressemblaient à ça, rentrer pour 20h la plupart des soirs. Dîner, j'avais appris à cuisiner vraiment dans les années où commander en livraison me semblait du gaspillage. Un appel avec ma mère le mercredi. Un appel avec mon frère Maxime le dimanche. Camille et moi dînions une fois par mois dans un bistrot de la rue du Faubourg Saint-Antoine, où nous allions depuis l'année 2 et où il nous plaçait toujours à la même table du fond sans qu'on le demande. J'avais failli reculer, une fois. Pas vers Thomas. Cette porte s'était fermée le matin où j'avais lu le mot sur le plan de travail. Mais vers la petitesse. Vers la version de moi qui restait silencieuse dans des pièces où elle aurait dû parler. Environ 4 mois après que le divorce avait été prononcé, j'étais dans une réunion avec un investisseur potentiel. Âgé, vieille école, le genre d'homme qui vous appelle « ma chère » sans enregistrer qu'il l'a fait.
Et il a dit quelque chose sur le cabinet qui était légèrement, précisément faux, et j'ai senti l'ancienne traction. Le réflexe. Sourire et corriger doucement et faciliter la chose pour lui. Je n'ai pas fait ça. Je l'ai corrigé directement et sans apologie, et je l'ai regardé se recalibrer. Et dans l'ascenseur après, Camille n'a rien dit. Elle m'a simplement tendu un café et appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. C'était suffisant. La chemise est arrivée un lundi. Je l'ai laissée jusqu'au mardi soir, quand je l'ai rouverte et lu le dossier complet. Lettre de motivation, CV, référence. Il avait écrit la lettre avec soin. On sentait qu'il y avait travaillé. Il y avait une formulation sur sa passion pour le développement de relations dans des environnements à parties prenantes complexes que j'ai lue 2 fois, pas parce qu'elle était bonne, mais parce que je reconnaissais l'effort derrière. Et l'effort le rendait brièvement réel à nouveau, d'une façon dont je m'étais surtout appliquée à ne plus le laisser être. Son CV était solide, de l'expérience authentique, de bons instincts documentés sur 10 ans de travail de consultant. Sur le papier, il était un candidat plausible. C'était la vérité inconfortable avec laquelle j'avais dû m'asseoir une journée entière, que sa candidature n'était pas sans mérite, que si son nom avait été n'importe quel autre nom, le processus l'aurait peut-être fait remonter en finale sur les seuls chiffres. Je me suis demandé ce que Camille avait voulu dire quand elle m'avait apporté la chemise. Pas les mots, elle n'en avait pas utilisé beaucoup, mais la décision inscrite dans le geste de me l'apporter. Elle aurait pu signaler le dossier en interne et le rediriger discrètement. Elle aurait pu trancher elle-même et m'épargner la chemise. Elle ne l'a pas fait. Elle me l'a apporté, posé, et a attendu de voir ce que j'en ferais. C'est ce à quoi ça ressemble, quand quelqu'un vous fait vraiment confiance. Pas quand il vous protège de l'information. Quand il met l'information entre vos mains et recule. J'ai fermé la chemise le mardi soir. Je l'ai posée sur le côté gauche de mon bureau, qui est l'endroit où je mets les choses qui ont été décidées. Et je suis rentrée chez moi et j'ai cuisiné. Des pâtes, rien de compliqué. Et je les ai mangées à la table de la cuisine, avec la fenêtre entr'ouverte et l'air d'octobre entrant, froid et propre, et j'ai pensé à une fille en Dordogne qui avait regardé ses chaussures usées et décidé qu'elles allaient très bien. Le mercredi était clair et froid. J'étais au cabinet à 7 heures. 3 appels avant 10 heures, tous faciles, tout le mécanisme ordinaire d'un cabinet qui sait ce qu'il fait. À 10h50, j'ai entendu l'ascenseur. Je n'ai pas regardé vers ma porte. J'ai attendu. J'ai terminé le paragraphe que je lisais dans le document devant moi. À 14 heures, Camille a passé la tête dans le couloir devant mon bureau et m'a lancé un regard qui ne communiquait rien d'autre que le fait que tout se déroulait exactement comme prévu. J'ai hoché la tête. J'ai attendu 5 minutes de plus. Puis j'ai pris mon carnet, décapuchonné mon stylo, et j'ai marché jusqu'au bout du couloir. La porte de la salle de réunion au fond du couloir a un petit panneau vitré. Vert dépoli, on voit la lumière et les silhouettes, mais pas les détails. J'avais choisi ce verre délibérément lors de la rénovation, parce que je voulais que les gens à l'intérieur se sentent contenus, pas observés. Je me suis arrêtée devant un moment. Pas en hésitant, en arrivant. Il y a une différence. J'ai ouvert la porte. Thomas était déjà assis. Il portait un costume marine, neuf ou presque, et ses cheveux avaient été récemment coupés, et il tenait une copie de son propre CV dans les 2 mains, de la façon dont on tient quelque chose quand on a besoin d'une occupation pour ses mains. Il regardait la table quand je suis entrée. Il a levé les yeux. Je l'ai regardé arriver. Le moment de reconnaissance n'est pas comme ce qu'on voit dans les films. Ce n'est pas un hoquet ni un recul. C'est plus silencieux que ça et plus dévastateur. Ça a traversé son visage par couches. D'abord le sourire poli d'entretien qui commençait à se former, puis la confusion, puis l'immobilité particulière de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose de grand et d'irréversible. 4 secondes, peut-être 5. Le CV entre ses mains n'a pas bougé. « Bonjour Thomas », ai-je dit. Ma voix était la voix que j'utilise en salle de réunion. Égale, professionnelle. Une voix que j'avais mis des années à construire délibérément, parce que j'avais commencé avec une voix qui tremblait quand j'étais nerveuse,
et que j'avais décidé, à 24 ans, dans une salle de réunion où personne ne me regardait quand je parlais, que je ne donnerais plus jamais à une pièce la satisfaction de m'entendre incertaine. Il est entré et s'est assis en face de moi, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. L'entretien était programmé, le processus tournait, il s'est assis. Je lui ai posé des questions sur son expérience en gestion de relations avec les parties prenantes. Il a répondu. Sa voix était légèrement plus basse que d'habitude, et il a toussé une fois au début, puis s'est contrôlé, et je lui ai accordé ça. Je lui ai demandé son approche du développement commercial dans un environnement de capital investissement mid-market. Il a répondu ça aussi, avec soin, en réalité. Les réponses étaient bonnes. C'était la chose à laquelle je m'étais préparée et que j'ai quand même trouvé difficile. Qu'il était bon dans ça. Que la décennie de travail sur son CV était réelle, quoique le reste ne l'était pas. J'ai pris une note dans mon carnet. Je ne l'ai pas regardé plus que ce qui était professionnellement approprié. Je ne l'ai pas regardé moi. À la fin, j'ai dit « Merci d'être venu. Nous reviendrons vers vous d'ici la fin de la semaine. » Je me suis levée et j'ai tendu la main. Il l'a serrée. Sa main était froide. Il a dit, et c'était le seul moment où il est sorti du cadre de l'entretien, il a dit, très doucement, tandis qu'il lâchait ma main, « Élise. » Juste mon prénom. Rien d'attaché. Pas de questions, pas d'explications. Juste le mot, offert comme quelque chose dont il ne savait pas quoi faire. J'ai croisé son regard pour la première fois dans la conversation. « L'équipe vous contactera avant vendredi, » ai-je dit, et je suis sortie. On m'a demandé, Camille me l'a demandé, mon frère me l'a demandé, je me le suis demandé à 3 heures du matin, ce que j'avais ressenti dans ce couloir après que la porte s'est refermée derrière moi. Et la réponse honnête est que j'étais fatiguée. Pas triste, pas triomphante. Fatiguée, de la façon dont on l'est à la fin de quelque chose qui a été plus long et plus lourd qu'on ne l'avait pleinement admis pendant qu'on le portait. Il existe une sorte d'épuisement qui n'arrive que quand on pose quelque chose, et où on sent le poids de la chose seulement dans son absence. Si cette fatigue-là vous a déjà trouvé, la fatigue qui signifie que quelque chose est enfin terminé, vous savez déjà qu'il n'y a pas de mots qui l'ajustent exactement. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour être là quand je vous dis ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce qui s'est passé ensuite est la partie qui m'a changée. Je suis retournée dans mon bureau. Je me suis assise. J'ai regardé Paris un long moment. Puis, j'ai ouvert le dossier d'évaluation du candidat, le dossier formel, celui que Patricia des ressources humaines avait constitué avec les retours de Camille et de Jérôme de la stratégie. Et j'ai lu l'évaluation de Thomas. Critères de notation. Gestion des parties prenantes, historique en développement commercial, alignement culturel, potentiel de leadership, signalement de conflit d'intérêts. Il avait bien scoré, vraiment bien. Dans un univers parallèle, il était dans les 2 finalistes. Le signalement de conflit d'intérêts était réel. Son ancien cabinet avait des relations actives avec 2 de nos clients actuels. C'est le genre de signalement qui, pour un recrutement au niveau directeur, demande une réflexion sérieuse. C'est aussi le genre de signalement qui, en pratique, peut être géré avec les bons protocoles de déclaration. Il n'était pas automatiquement éliminatoire. C'était un jugement à exercer. J'ai tenu le stylo au-dessus du formulaire d'évaluation un long moment. J'ai pensé à ma mère à la mairie, passée devant par quelqu'un de 2 fois moins qualifié parce qu'il présentait mieux. J'ai pensé aux mots sur le plan de travail de la cuisine en mars. J'ai pensé au mot élan et à ce que ça coûte à une personne de croire que la vie à côté d'elle n'en a pas assez. J'ai pensé à la fille qui avait regardé ses chaussures usées et continué à les porter quand même, parce que sa mère les avait achetées et que ça les rendait bien. Et puis j'ai pensé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la pensée que je veux que vous compreniez, parce que c'est la seule pensée de toute cette histoire dont je sois vraiment fière. Pas le cabinet, pas le bureau, pas le moment où son visage s'est réorganisé quand il a compris où il était. Cette pensée, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai écrit une ligne dans la marge du formulaire d'évaluation. Recommander le 2e candidat. Conflit d'intérêts.
Les relations actives avec des clients existants présentent un risque structurel pour un poste de directeur. C'était un vrai signalement. C'était aussi un signalement que j'aurais peut-être géré différemment pour un autre candidat. Je le savais. Je l'ai écrit quand même, parce que l'alternative, lui donner le poste pour prouver que j'étais au-dessus de tout ça, n'était qu'une autre façon de prendre une décision à propos de Thomas. Et j'en avais fini de prendre des décisions à propos de Thomas. Je ne le punissais pas. Je ne le sauvais pas. Je dirigeais mon cabinet. J'ai signé le formulaire et je l'ai mis dans la corbeille des départs, et je me suis adossée à mon fauteuil, et la lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres côté ouest, à un angle bas qui teintait tout dans la pièce de la couleur du vieux miel. Et j'ai ressenti, pour la première fois depuis longtemps, que j'avais exactement la bonne taille. Pas grande, pas petite, exactement la taille que j'avais, dans exactement l'espace que j'avais construit, prenant exactement la décision avec laquelle je pourrais vivre. Camille a frappé à la porte ouverte à 17 heures. Elle est entrée et s'est assise dans le fauteuil en face de mon bureau. Le même fauteuil où Thomas était assis 8 mois plus tôt, quand il m'avait dit qu'il avait besoin d'élan. Et elle a regardé la corbeille des départs, puis moi. Elle n'a rien dit. J'ai dit « Procédure standard, Patricia envoie la lettre ». Camille a hoché la tête, puis elle a glissé la main dans la poche de sa veste bordeaux et en a sorti une petite bouteille de champagne. Pas une bouteille entière, une de ces bouteilles individuelles qu'on vend dans les kiosques des gares. Et elle l'a posée sur mon bureau. Je l'ai regardée. « Ce n'est pas pour la décision, a-t-elle dit. C'est pour les 8 derniers mois. » Je l'ai regardée un moment, puis j'ai ri. Un vrai rire. Le genre qui commence quelque part dans la poitrine et remonte sans demander la permission. Et c'était la première fois que je riais comme ça depuis mars. Et ça a duré peut-être 10 secondes, et puis c'était parti. Et le bureau était silencieux à nouveau, et la lumière était encore cette couleur de vieux miel. Et Camille était toujours assise en face de moi, et tout était exactement comme il devait être. Partie 4. 1500-1550 mots. J'ai pensé à Thomas dans l'ascenseur qui descendait. Le calcul qu'il devait être en train de faire. Le nom sur la plaque à l'entrée de l'immeuble. Le 4e étage. Les collaborateurs qui se connaissaient et circulaient dans l'espace avec l'aisance de gens qui avaient confiance dans l'endroit où ils travaillaient. J'ai pensé à lui rentrant dans l'appartement du 16e et s'asseyant avec l'information que la femme qu'il avait quittée pour manque d'élan avait construit quelque chose qui valait 4 étages de l'ambition de quelqu'un d'autre. Et j'ai compris, enfin, qu'il ne m'avait pas quittée parce que j'étais petite. Il m'avait quittée parce que j'étais discrète sur le fait d'être grande. Et ce n'était pas un défaut à corriger. C'était une caractéristique de qui je suis. J'avais construit tout ça dans l'espace entre les suppositions des autres. Être sous-estimé, j'ai réalisé, ce n'est pas une blessure. C'est une pièce où on peut travailler sans être dérangé. La lettre de refus est partie un jeudi matin. Format standard, signature de Patricia, la même lettre qui part à tous les candidats qui atteignent la dernière étape et ne vont pas plus loin. Formulée avec soin. Assez précise pour être respectueuse, assez générale pour être propre. Elle est arrivée dans la boîte mail de Thomas à 9h22. Et je connais l'heure exacte parce que Camille, qui suit les communications sortantes des ressources humaines dans le cadre de ses fonctions, me l'a mentionné en passant. Pas avec satisfaction, juste comme une information, de la façon dont elle gère la plupart des choses. J'étais en appel avec un client à Bordeaux quand elle est partie. Je n'ai pas vérifié l'heure. Je n'ai pas attendu. J'avais signé le formulaire, mis la chemise dans la corbeille des départs, et je suis passée à autre chose, ce qui est la seule façon que je connaisse de faire les choses qui comptent. Il a appelé cet après-midi-là. Mon téléphone personnel, pas la ligne du cabinet. Le numéro qu'il avait eu pendant 9 ans, le numéro que je n'avais jamais changé, parce que le changer m'aurait semblé être une performance, du fait de passer à autre chose, plutôt que la chose elle-même. J'ai regardé l'écran s'allumer avec son nom. J'ai laissé sonner. J'ai laissé passer en messagerie. Le message vocal durait 3 minutes et 17 secondes, ce que je sais parce que la notification indiquait la durée avant que j'ai décidé si je l'écouterais. Je l'ai écouté une fois, 2 jours plus tard, un dimanche matin avant que mon frère appelle.
Ce n'était pas ce que j'attendais. Il n'y avait pas de colère, pas d'accusation. C'était un homme qui essayait de trouver des mots pour une situation qui n'avait pas encore de vocabulaire propre. Il disait qu'il n'avait pas su. Il disait qu'il comprenait si je ne répondais jamais. Il disait, et c'était la partie qui m'est restée, la partie que j'ai retournée plus d'une fois depuis, il disait « Je crois que je n'ai pas regardé assez attentivement un certain nombre de choses. Je crois que je me suis raconté une histoire sans vérifier si elle était vraie. » C'était plus de lucidité que je n'en avais attendu de lui. Je l'ai accueilli. Je lui ai accordé son juste poids. Puis j'ai mis mon téléphone dans mon sac et j'ai fait du café. Et j'ai attendu que mon frère appelle. Et quand il a appelé, je lui ai raconté tout, du début à la fin. Et il a été silencieux un long moment. Et puis il a dit « Élise, tu sais ce que maman dirait ?» Et j'ai dit « Je sais. » Et on est restés là un moment tous les deux avec ça. Et c'était suffisant. Ce qui est arrivé à Thomas ensuite m'est parvenu par fragments, par les canaux ordinaires d'une ville où certains cercles se recoupent qu'on le prévoit ou non. Camille entendait des choses de son mari, qui travaillait dans l'immobilier commercial, et connaissait des gens qui connaissaient des gens. Une connaissance commune du monde du conseil avait mentionné quelque chose lors d'un déjeuner professionnel auquel elle avait assisté sans moi. Mon avocate, qui avait géré le divorce, avait appelé une fois pour une question sans rapport et mentionné brièvement qu'elle avait entendu dire que Thomas avait déménagé. Louis et Victoire n'ont pas passé l'hiver. Je n'en connais pas les détails et je n'en ai pas demandé parce qu'ils ne m'appartenaient pas. Ce que j'ai compris, au bord de ce que les gens disaient et ne disaient pas, c'est que la version de lui-même qu'il lui avait présentée demandait un niveau d'entretien qu'il n'avait pas pu soutenir une fois que les revenus s'étaient arrêtés. Ce n'est pas une chose cruelle à dire. C'est simplement ce qui arrive quand on construit sa vie autour d'une image plutôt que d'une fondation. L'image porte le poids jusqu'au moment où elle ne le porte plus, et tout ce qui est au-dessus doit trouver autre chose sur quoi s'appuyer. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en apprenant ça. Je veux être honnête là-dessus, parce que je crois qu'il y a une attente dans les histoires comme la mienne que la protagoniste se sente vengée quand l'antagoniste trébuche, et que ce sentiment soit propre et lumineux et définitif. Ce n'était rien de tout ça. Ce que j'ai ressenti s'apparentait davantage à une reconnaissance. La tristesse particulière de regarder quelqu'un d'autre confirmer ce qu'on savait déjà, que l'histoire qu'il se racontait allait toujours finir par manquer de route. J'ai appelé ma mère cette semaine-là. Pas pour lui parler de Thomas. Je ne lui parlais presque jamais de Thomas, parce qu'elle l'avait aimé bien et que je n'avais pas voulu la rendre complice de quelque chose qu'elle n'avait pas causé. Je l'ai appelée parce que je voulais entendre sa voix, et parce que la maison de Périgueux est chaude en novembre, et que je savais qu'elle aurait le chauffage allumé et la radio dans la cuisine, et que le son particulier de ça, radio, chaleur, sa voix, était quelque chose dont j'avais besoin sans pouvoir tout à fait expliquer pourquoi. Elle m'a demandé comment allait le travail. Je lui ai dit qu'on bouclait une acquisition avant la fin du trimestre. Elle a dit « Je ne comprends pas toujours ce que ça veut dire, mais je sais que ça veut dire que tu as fait quelque chose de difficile et que ça a marché. » J'ai dit « C'est exactement ce que ça veut dire. » Elle a dit « C'est bien, ma fille. » Elle dit ça depuis que j'ai 6 ans et ça n'a jamais eu l'air diminuant. De sa bouche, ça veut dire « Je te vois, je t'ai toujours vu. » Camille et moi avons dîné au bistrot de la rue du Faubourg Saint-Antoine, dans la 2e semaine de novembre. La table du fond. La même commande que depuis l'année 2. À un moment dans le milieu du repas, elle a posé sa fourchette et m'a regardée, et elle a dit « Je peux te poser une question ?» J'ai dit « Oui ». Elle a dit « Est-ce que tu vas bien ?»« Vraiment bien, pas professionnellement bien. » Et j'y ai pensé, vraiment pensé, comme elle le méritait. Et j'ai dit « Je crois que je suis en train d'aller bien d'une façon qui va être plus permanente que la version d'avant. » Elle a repris sa fourchette. « Bien, a-t-elle dit, parce que j'ai besoin de toi présente pour cette acquisition, et je ne peux pas te permettre d'être émotionnellement intéressante en ce moment. » J'ai ri à nouveau, le genre dans la poitrine. Il y a eu des gens qui sont revenus. Une cousine qui avait dit la chose sur les chaussures quand j'avais 11 ans, elle en avait 42 maintenant,
Et elle a appelé un soir de semaine, et elle ne s'est pas tout à fait excusée, mais elle a dit: J'ai pensé à la façon dont on t'a traité quand tu te construisais. Je ne crois pas qu'on ait été juste. C'était assez précis. Je n'avais pas besoin d'un discours. J'avais besoin que quelqu'un nomme la chose clairement, et elle l'avait nommée. Et alors j'ai dit: Merci de le dire. Et je le pensais, et on a continué. Il y a eu des gens qui ne sont pas revenus. Je l'ai accepté aussi, sans cérémonie, sans le pardon performatif qui a besoin d'un public. Certaines distances deviennent permanentes, non pas à cause d'une décision unique, mais à cause de l'accumulation des petites, et quand l'un ou l'autre finit par lever les yeux, le terrain entre eux s'est transformé en quelque chose qu'aucun des deux ne sait plus comment traverser. Je ne porte pas d'amertume envers ces personnes, je porte le fait d'elles, ce qui est différent. En décembre, j'ai écrit une lettre. Pas à Thomas, je n'avais plus rien à dire à Thomas qui demandait à être dit par écrit. Je me la suis écrite à moi-même, ce qui ressemble à quelque chose qu'un thérapeute prescrit et qui est, en fait, quelque chose que ma thérapeute avait suggéré 18 mois plus tôt et à quoi j'avais résisté jusqu'à ce que je ne résiste plus. Je l'ai écrite un dimanche matin à la table de la cuisine, avec la fenêtre entr'ouverte et la ville faisant son affaire de décembre dehors, ciel gris, arbres nus, cette qualité de lumière qui donne à Paris l'air d'une photographie de lui-même. J'ai écrit les chaussures, j'ai écrit la prépa et le carnet, et les 38 000 € et la chambre de bonne de la rue Le Pic. J'ai écrit le mot sur le plan de travail de la cuisine, et l'appel client que j'avais terminé avant de me permettre de ressentir quoi que ce soit. J'ai écrit la chemise sur mon bureau et les 4 secondes sur le visage d'un homme, et la ligne que j'avais écrite dans la marge d'un formulaire. Et puis j'ai écrit ça, qui est la chose la plus vraie que j'ai trouvée au bout de tout ça. Ne pas être vue n'est pas la même chose qu'être petite. Ça veut juste dire qu'on travaillait dans une pièce où personne n'avait pensé à regarder. Et quand on construit quelque chose de réel dans une pièce comme ça, quelque chose qui tient le poids, qui fait vivre des gens, qui survit aux suppositions de tous ceux qui vous avaient sous-estimé, la construction elle-même devient la réponse. On n'a pas à l'expliquer, on a juste à ouvrir la porte. Je l'ai lu à Camille au téléphone ce soir-là. Elle a été silencieuse un moment, puis elle a dit « Je mets ça sur le mur de mon bureau ». Je lui ai dit qu'elle n'en ferait absolument rien. Elle l'a absolument fait. Je m'appelle Élise Renard, j'ai 38 ans. Et un mardi matin de janvier, 4 mois après qu'un homme que j'avais aimé s'était assis en face de moi dans un fauteuil que j'avais choisi, et m'avait serré la main, et avait pris l'ascenseur pour descendre 4 étages dans une version de l'histoire qu'il n'avait pas écrite, j'ai marché 7 minutes dans une ville qui connaissait mon nom, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage, et je me suis assise à mon bureau, devant une fenêtre depuis laquelle Paris était, pour la première fois depuis des mois, complètement immobile. La lumière était basse et propre. Camille était déjà dans le cabinet. Je reconnaissais le rythme particulier de ses déplacements dans l'espace, de la façon dont on apprend à reconnaître les gens qui comptent au son qu'ils font dans une pièce. J'avais un comité de direction à 9 heures, une acquisition à boucler avant la fin du trimestre, un appel avec mon frère dimanche, un dîner avec ma mère à Périgueux, où la maison était chaude et la radio jouait dans la cuisine, et elle lisait encore des livres vrais avec une vraie lampe. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai décapuchonné mon stylo, j'ai travaillé. Et je veux vous poser une question avant que vous partiez, parce que cette histoire était en moi depuis longtemps, et vous la partager compte plus que je ne pourrais le dire proprement. Est-ce que quelqu'un vous a jamais tellement sous-estimé que vous avez construit quelque chose dans l'espace qu'il avait laissé derrière lui? Quelque chose qu'il n'avait pas vu venir, quelque chose qui est devenu la version la plus vraie de vous? Laissez-le dans les commentaires. Racontez-moi tout si vous voulez, ou juste une phrase. Je lis tout, et je le pense vraiment, et je cherche le vôtre. Si cette histoire vous a accompagné, si l'histoire d'Élise était quelque chose dont vous aviez besoin aujourd'hui, likez cette vidéo, abonnez-vous pour être là à chaque prochaine histoire, et partagez-la avec quelqu'un qui est en train de construire quelque chose en silence, dans une pièce où personne ne regarde encore. Ils ont besoin de savoir que ça compte. Ça a toujours compté.